Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Moins de 50 ans après la première traversée de l'Atlantique Nord, voici que Concorde a ouvert aujourd'hui la première ligne commerciale supersonique entre l'Europe et les États-Unis. Je vous laisse d'ailleurs assister à ce moment historique, l'atterrissage du Concorde d'Air France sur l'aéroport Foster Dulles de Washington. Vous voyez, l'avion s'approche. Ça y est, il est posé. Voilà. Quelques instants avant le Concorde d'Air France, le Concorde de la British Airways s'était posé sur l'aéroport de Washington, atterrissaient les premiers, messieurs les Anglais. Leur atterrissage impeccablement réalisé, les deux appareils devaient s'immobiliser nez à nez, ou face à face, ou si vous aimez mieux, bec à bec. Le Concorde français doit être de retour à Roissy, sur l'aéroport Charles de Gaulle, d'ici 3/4 d'heure à peu près. Roissy qu'il avait quitté cet après-midi à 14h07. Exploit qui se renouvellera régulièrement maintenant et qui, à s'en tenir au plan technique, se passe de tout commentaire, si ce n'est élogieux. Le monde politique est en pleine effervescence. Deux phrases du président de la République expliquent cet émoi. La première concerne sa décision de se maintenir à l'Élysée en cas de victoire de l'opposition. Élu pour 7 ans, je resterai en fonction pendant ces 7 ans, a déclaré Valéry Giscard d'Estaing, que les Français ont en effet, en 1974, bien élu pour 7 ans. L'autre phrase se rapporte aux propositions françaises d'envoyer des troupes au Liban pour y assurer la paix entre les communautés et les factions. Si les autorités libanaises le souhaitent, bien entendu. Dans nos précédentes éditions, hier et avant-hier, nous avons largement traité de tout cela. Cependant, l'une des grandes formations politiques françaises n'avait pas fait connaître sa position après les déclarations présidentielles, et pas la moindre d'entre elles, puisqu'il s'agit de l'UDR, premier parti politique de la majorité. Pour Antenne 2, Yves Guéna, le secrétaire général de l'UDR, rompt ce silence. L'un des partis de gauche avait dit qu'en cas de victoire hypothétique de la gauche aux élections de 1978, le président devrait se soumettre ou se démettre. Les communistes. C'était les communistes, oui. C'est une formule qui est tout à fait inacceptable, car on ne peut pas dire que les élections législatives effacent purement et simplement le résultat des élections présidentielles. Donc le président a répondu en disant non, je ne me soumettrai pas, non, je ne me démettrai pas. Il y a une troisième solution qui est de rester et d'exercer les prérogatives de président de la République. Je crois que ça clarifie la situation. C'est pas tout à fait ce que faisait le général de Gaulle qui disait si vous n'êtes pas derrière moi, moi je m'en vais. Pas du tout. En ce qui concerne les référendums, le général a toujours adopté cette attitude, mais en ce qui concerne les élections législatives, il n'a jamais dit ce qu'il ferait pour le cas où le sort des urnes lui serait contraire. Alors, autre petite phrase importante du président, le Liban et l'envoi éventuel de troupes françaises. On en a déjà beaucoup parlé depuis 3 jours et la réaction générale est qu'on a l'impression que ça a un peu manqué de préparation, cette déclaration. Est-ce que c'est votre avis? S'il y a eu un flottement dans l'opinion, c'est, je crois, parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation et que certains ont pensé qu'il y aurait une ingérence militaire de la France dans les affaires intérieures d'un État étranger. C'était tout à fait exclu, mais la mise au point de l'Élysée à midi a été tout à fait bienvenue en disant que nous n'interviendrions qu'en qualité d'espèce de casque bleu en quelque sorte et pour assurer la paix sur le terrain une fois que les partis se seraient mis d'accord. Je crois qu'il faut replacer donc la déclaration du président dans ce cadre et à cet égard-là, il n'y a plus aucune inquiétude à avoir. Oui, on n'en prend pas tellement le chemin parce que sur place, à part les phalangistes chrétiens, les Libanais eux-mêmes semblent assez réticents pour l'instant. Oui, ça je ne sais pas, n'est-ce pas? On n'en prend peut-être pas le chemin, mais je m'excuse, je considère en bon gaulliste que la politique étrangère, c'est tout à fait l'affaire du président, donc je ne me sens pas autorisé à gloser sur les déclarations du président, et sur cette initiative, on verra. Ce midi, en effet, le porte-parole de l'Élysée, M. Xavier Beauchamp, avait fait une mise au point sur la possibilité d'une intervention militaire française au Liban, pour préciser que, bien entendu, il ne peut s'agir d'une intervention armée des forces militaires françaises, mais plutôt d'une opération du même type que celle que l'ONU a menée dans plusieurs secteurs chauds du monde avec ses casques bleus. Le porte-parole de l'Élysée a rappelé que de toute façon, 1, une telle opération serait très limitée dans le temps, 2, qu'elle n'est envisageable qu'après accord général de l'opinion libanaise et des autorités légales du pays.
Il semble qu'on attende maintenant une réponse aux propositions françaises de la part du président de la République du Liban, président élu, M. Sarkis. La deuxième confédération syndicale française tient depuis ce matin à Annecy son congrès. C'est la CFDT, congrès préparé de longue date et qui constitue un événement dans la mesure où la centrale d'Edmond-Mer, en pleine mutation, pourrait à l'issue de ce congrès adopter de nouvelles orientations. Aux côtés d'une CGT dont on dit qu'elle se politise de plus en plus, c'est par exemple le point de vue qu'exprime M. Serac, le président du CNPF, la CFDT s'interroge. Elle aussi doit-elle entretenir des relations privilégiées avec un parti politique? De cela, on débattra au congrès d'Annecy, le dernier congrès que tiendra la centrale syndicale avant les élections législatives. Débat qui, compte tenu des éléments quelquefois brûlants et souvent contestataires qui constituent la CFDT, s'annonce comme serré. Cette usine dans la banlieue de Rouen fabrique du matériel électrique et électronique. Une entreprise de taille moyenne, 60 000 m² d'atelier, 1800 ouvriers. Un travailleur sur 15 est syndiqué. La section CFDT regroupe, elle, 260 militants, jeunes pour la plupart. À la base, un thème de réflexion commun à tous ses adhérents, l'autogestion. Si tous les travailleurs d'une même chaîne déterminaient eux-mêmes leurs conditions de travail, l'amélioration de leurs conditions de travail, ce serait un pas. Mais il est effectif que dans un système comme on est actuellement, c'est pratiquement irréalisable parce qu'en dernier ressort, c'est le patron qui prendra les décisions. Je leur réponds, l'autogestion, qu'est-ce que c'est? À ma connaissance, il n'y a pas de forme actuellement exploitée d'autogestion. Par conséquent, je demande à voir, mais j'ai tendance à penser que ce qui est important surtout, c'est d'avoir une bonne gestion. Et pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire une gestion intelligente, raisonnable, ce qui n'exclut pas, au contraire, ce qui implique une concertation importante. Avec les syndicats? Notamment avec les syndicats. Étant un homme du terrain, si j'ose dire, depuis longtemps, j'ai pris l'habitude de m'intéresser plus aux hommes qu'aux étiquettes. Donc, a fortiori, il me semblerait logique que des candidatures libres puissent être présentées, si c'est la question que vous me posez, aux représentations ouvrières. Ça veut dire que vous contestez le monopole syndical? Je ne le conteste pas. Il me semble qu'il serait intelligent de l'ouvrir. Deux langages donc au sein de l'entreprise entre patrons et ouvriers. Au niveau de l'action quotidienne, un problème fondamental. Quelles sont les limites de l'action syndicale? Pour la CGT, l'organisation syndicale se limite assez rapidement aux portes de l'entreprise, alors que pour nous, la CFDT, on pense que la CFDT peut prendre position sur tout ce qui concerne la vie des travailleurs. En dehors de l'entreprise? En dehors de l'entreprise, bien sûr. Au niveau de la région? Au niveau de la région, on prend, je sais pas, le problème des transports sur le boulevard industriel devant l'entreprise. On prend le problème de la sécurité de ce boulevard, on prend le problème de la pollution dans la région rouennaise. La CFDT se doit de s'exprimer, de donner ses positions sur ces problèmes-là. Ça regarde tous les travailleurs. Pour la CFDT, l'environnement de l'homme au travail fait donc bien partie des préoccupations du syndicat. Les revendications ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Mais peut-on bien faire toujours la différence entre action politique et action syndicale? Les partis politiques ont un rôle bien spécifique, soit de légiférer ou de prise du pouvoir. Ce n'est pas du tout le but de la CFDT. La CFDT, elle, est porteuse des aspirations des travailleurs et de proposer des revendications qui tiennent compte de ces aspirations et qui ont toute une dimension qui aboutissent à un changement de société. Mais votre objectif, c'est bien aussi de prendre le pouvoir au sein d'une entreprise? De changer de société, oui. Dans l'entreprise, c'est au niveau des travailleurs que les responsabilités devront être prises. Ce n'est pas le syndicat qui prendra le pouvoir dans les entreprises. L'autogestion, c'est bien la prise du pouvoir par les travailleurs. Par l'intermédiaire d'un syndicat? Non, le syndicat aura un rôle bien spécifique. Dans quelque société qu'on soit, le syndicat doit garder son rôle de contestation ou d'apport, mais doit garder son rôle bien autonome. De contestation? Même dans une société socialiste? On pense que pour éviter des abus qu'il peut y avoir, le syndicat doit garder son autonomie pleine et entière. Il y avait des bonnes choses dans le programme commun, mais la CFDT a donné son avis là-dessus, de garder son indépendance à l'égard de quelques gouvernements que ce soit, même de gauche. Gouvernement,
La CFDT doit-elle rester une force originale au sein de l'Union de la gauche ou bien sera-t-elle la courroie de transmission du Parti socialiste? Les militants trancheront au congrès d'Annecy. Gouvernement, patronat, négocier. Gouvernement. L'Iran confiera à la France la construction de 2 centrales nucléaires et maintient ses options sur 3 Concorde, mais la commande dépendra de la rentabilité de l'appareil. Le Premier ministre iranien, qui est arrivé aujourd'hui à Paris, l'a confirmé ce soir après son premier entretien avec M. Jacques Chirac. La police est intervenue ce matin à la faculté des lettres de Montpellier où une 60aine de manifestants s'opposaient au déroulement des examens. Bris de vitres, jets de cocktails Molotov, les examens perturbés ont été reportés au 12 juin prochain. Un hélicoptère SA-330 Puma de l'armée de l'air français s'est écrasé ce matin au cours d'un exercice de combat près de Djibouti. 6 légionnaires et 2 sous-officiers ont trouvé la mort dans cet accident. Considéré comme l'un des plus éminents urologues français, le professeur Pierre Aboulker est mort cet après-midi à Paris à la suite d'un malaise cardiaque. Âgé de 70 ans, il avait opéré le général de Gaulle en avril 64. Les douaniers de l'aéroport d'Orly ont saisi hier 100 kg de hashish en plaquettes représentant une valeur globale de 2 millions de francs. La drogue était convoyée par un couple d'Allemands débarqués d'Agadir. « 20 et non 19 nouveaux cardinaux aujourd'hui au Vatican. Paul VI a révélé ce matin que l'archevêque de Hanoï était l'un des 2 prélats dont il avait gardé le nom secret. Le collège des cardinaux compte à ce jour 138 membres, dont 120 éliront le futur pape. À la Cour de sûreté de l'État a repris ce matin le procès du docteur Simeoni, considéré comme l'un des responsables de la fusillade d'Aléria, qui devait provoquer la mort de 2 gendarmes. Comme la semaine dernière, ce sont encore des témoins de la défense qui, aujourd'hui, ont été entendus par la Cour. Et comme la semaine dernière, autant que la fusillade, c'est le scandale du vin qui avait provoqué la colère des militants autonomistes qui a été au centre des débats. Demain, avec le début des dépositions des témoins de l'accusation, les choses devraient changer et le procès prendre une nouvelle direction. Le docteur Simeoni et ses amis rejettent depuis le début du procès la responsabilité de tout ce qui est arrivé sur le pouvoir central représenté par le préfet qui a donné l'ordre d'encercler puis de prendre d'assaut la cave de paye. Les autorités citées vont essayer, bien entendu, au contraire, de montrer que la montée de la violence ne pouvait que déboucher sur un affrontement et que, s'agissant des événements d'Aléria, il était impossible de laisser agir librement des militants autonomistes armés et enfermés avec des otages dans une propriété privée. C'est la confrontation de ces 2 thèses, mais c'est le cœur du procès, bien sûr, qui risque de faire monter le ton. Jusqu'à présent, les débats se sont déroulés, disons, dans le calme et même la courtoisie. Le président David et l'avocat général ont laissé le docteur Simeoni s'expliquer longuement et intervenir constamment dans le déroulement des interrogatoires. Et cette première semaine a montré que le leader de l'ARC était un véritable tribun pour la Corse, brillant et passionné pour sa cause, mais un leader plutôt modéré et en tout cas responsable. Cette semaine a montré aussi qu'il sera bien difficile d'imputer aux accusés la mort des gendarmes, puisque tout le monde admet maintenant, y compris l'avocat général, que les tirs meurtriers ont pu venir aussi bien des vignes que de la cave. Enfin, si l'on voulait schématiser, on pourrait dire que cette première partie du procès a plutôt été à l'avantage de la défense, mais vous le savez, le procès est loin d'être terminé. Les amoureux du paquebot France vont être mortifiés. La Cunard, la compagnie de navigation britannique à qui appartient le Queen Elizabeth, le dernier grand transatlantique encore en service, s'en va clamant qu'elle fait des bénéfices avec son paquebot et que même à 5 millions de centimes, bien sûr, la croisière, ses cabines de luxe sont occupées. Pour la compagnie britannique, l'exploitation d'un super paquebot, comme l'était le France, est donc rentable, rentabilité que la compagnie générale transatlantique, quant à elle, a jugé irréaliste pour ce qui concerne le France. Puisque nous ne savons pas l'exploiter d'une manière rentable, il faut donc trouver un acquéreur au transatlantique français qui risque de rouiller à son quai du Havre.
Chaque semaine, on parle d'acquéreurs potentiels, mais rien jusqu'ici de concret. Et il est à craindre que le paquebot France finisse comme le Queen Mary transformé en hôtel et en centre d'attraction, et que l'un des envoyés spéciaux d'Antenne 2 aux États-Unis nous fait maintenant visiter. Dans la ville de Long Beach, non loin de Los Angeles, les rues font un détour pour éviter les puits de pétrole. La municipalité touche un pourcentage sur les bénéfices de l'or noir et ses pompes lui ont permis de s'offrir le Queen Mary. Prix 2 millions de francs. Aujourd'hui, il est ancré à jamais le long d'une langue de terre spécialement construite pour lui. Et comme s'il avait la velléité de rejoindre le large, on l'a entouré d'une digue. Le Queen Mary, construit en 1936, est venu s'échouer ici en 1968. Après 3 ans, il était ouvert au public. Un hôtel de 400 chambres, vous pourrez coucher dans le même lit que Greta Garbo ou Clark Gable, il ne manquera que le roulis. Gratuitement, vous pourrez vous promener sur les ponts supérieurs. Et pour $2, vous suivrez un circuit organisé, salle des machines, poste de commande. Et surtout, vous pourrez voir comment des milliers d'Américains sont rentrés au pays à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'Américains viennent aujourd'hui à bord pour se souvenir. Mais la principale attraction demeure le musée de la mer, le musée Cousteau. Éducation et récréation toujours mêlées aux États-Unis, on apprend aux enfants les animaux, les plantes de la mer. Pour aménager le Queen Mary, il a fallu gratter la peinture. 360 tonnes de peinture ont été enlevées, dégager la salle des machines. Les travaux ont coûté 75 millions de francs. C'est une structure extrêmement difficile à aménager. Un bateau se comporte comme une poutre, et à partir du moment où vous affaiblissez la structure de la poutre, vous arrivez à une catastrophe. Dans le cas d'un bateau, c'est encore pire parce que vous ne pouvez pas pousser les murs, vous ne pouvez pas pousser la coque. C'est très très difficile à faire. Alors c'est très très cher. C'est très très cher. Je crois que la valeur de l'idée du Queen Mary, c'est que d'abord c'était le Queen Mary, c'est un bateau historique, pour les Américains en particulier. Et ensuite, si vous voulez, c'était unique. Je crois que s'il fallait refaire un programme similaire au programme du Queen Mary, ça coûterait beaucoup moins cher de le démarrer de zéro plutôt que d'essayer d'aménager un bateau. Il est évident que l'aménagement du Queen Mary a coûté trop cher. On dit même que certains millions de dollars ont disparu dans quelques eaux troubles. Cher, car c'était la première fois qu'on tentait une telle expérience. Pour le France, on pourrait diviser le prix par 2. Il est plus moderne, mieux agencé, et il pourrait bénéficier de l'expérience du Queen Mary. La seule section qui rapporte de l'argent, les mariages. Pour 350 francs, vous serez baigné en mer, si ce n'est au large. Car l'affaire Queen Mary n'est toujours pas rentable. Simplement, au lieu d'un jardin public, la municipalité de Long Beach offre un après-midi sur le Queen Mary. Le Queen Mary, exemple pour le France, difficile, car derrière le bateau anglais, on trouve une population de 10 millions dans un rayon de 100 km. Peut-être pour le France la Côte d'Azur, mais un été seulement. De toute façon, impossible d'envisager une opération rentable. Je pense que faire un musée, ce serait très difficile sur un plan commercial. Il est certain qu'il faudrait que ce soit une opération sans but lucratif. Il est possible aussi d'entrevoir la possibilité de faire, par exemple, une université. Je crois que vous pourriez combiner un centre universitaire, un centre de recherche et un centre muséologique. C'est à mon avis la meilleure chance que le France pourrait avoir. Le Queen Mary, la grand-mère du France. La grand-mère a trouvé preneur, la petite fille se morfond du côté du Havre. Il est vrai qu'elle n'a plus de dot et qu'elle est très dépensière. Eh bien, aussi attractif que soit ce Queen Mary à la retraite, rien ne vaut, croyez-moi, un paquebot qui croise sur la mer. Aujourd'hui, il a fait chaud, avec souvent plus de 20 degrés sur la France, 24, 25 degrés du côté de la vallée de la Loire.
À l'exception cependant du Béarn et du Pays Basque, où l'on a observé des baisses très importantes de température, comme vous pouvez en juger avec notre carte. Demain, le beau temps cessera. Des nuages accompagnés de pluies éparses et d'orages parfois violents atteindront le matin la Normandie, le Berry et l'Aquitaine et gagneront le soir le Nord, le bassin parisien, les Alpes et le Roussillon. Ce temps perturbé sera précédé d'un ciel plus nuageux et suivi par un temps variable sur l'ouest, tandis que les températures subiront une baisse sensible, c'est à noter. Au cours de cette soirée, Antenne 2, à partir de 21h50, vous présentera une émission spéciale sur le Vietnam, un an après la victoire du Viet Cong. C'est un document de tout premier ordre, le premier de ce genre depuis que le Vietnam du Sud est entré totalement dans le monde communiste. Je vous engage à le regarder. Ce film sera suivi d'un débat que dirigera Jean-Marie Cavada et qui mettra en présence un journaliste américain de la CBS, notre confrère de l'Aurore Pierre Darcourt et Jean Lacouture du Nouvel Observateur. Ce film et ce débat nous mèneront jusqu'à 23h20, heure à laquelle Gérard Holz vous présentera la dernière édition de notre journal. Bonne soirée donc sur Antenne 2, ça s'impose, et à demain.